Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que victime de l'un des plus grands scandales médicaux de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Je vous parle dans l'espoir que vous aurez le courage de mettre fin à ce scandale et de faire en sorte que d'autres adolescents, enfants et jeunes adultes vulnérables ne vivent pas ce que j'ai vécu. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à souffrir de ce que mon équipe médicale allait plus tard diagnostiquer comme une dysphorie de genre. J'étais en plein milieu d'une puberté précoce et j'étais très mal à l'aise avec les changements qui se produisaient dans mon corps. Je me suis manifestée en tant que transgenre dans une lettre que j'ai déposée sur la table de la salle à manger. Le spécialiste du genre que j'ai vu a dit à mes parents que je devais être mise sous médicaments bloquant la puberté immédiatement. Ils ont posé une question simple à mes parents. Préférez-vous avoir une fille morte ou un fils transgenre vivant? Tout ce que j'ai vécu n'a rien fait pour résoudre mes problèmes de santé mentale sous-jacents. Mes médecins, avec leur théorie sur le genre, pensaient que tous mes problèmes disparaîtraient dès que je serais transformée chirurgicalement en une espèce qui ressemble vaguement à un garçon. Leur théorie était fausse. Les médicaments et la chirurgie ont changé mon corps, mais ils n'ont pas changé et ne pouvaient pas changer la réalité fondamentale que je suis et serai toujours une femme. Je n'ai pas besoin qu'on me mente. J'avais besoin de compassion. J'avais besoin d'être aimée. J'avais besoin d'une thérapie pour m'aider à résoudre mes problèmes. Au lieu de valider l'illusion qu'en me transformant en garçon, cela résoudrait tous mes problèmes. Nous devons arrêter de dire aux enfants de 12 ans qu'ils sont mal nés. Aujourd'hui, je devrais être à la maison avec ma famille pour fêter mon 19e anniversaire. Et au lieu de cela, je lance un appel désespéré à mes représentants élus pour qu'ils tirent les leçons d'autres scandales médicaux comme la crise des opioïdes. Pour qu'ils reconnaissent que les médecins sont aussi humains et qu'ils ont parfois tort. Mon enfance a été gâchée, tout comme celle de milliers de détransitionneurs que je connais. Il faut que cela cesse. I think I'll make it simpler. Bonjour Chloé Cole, bienvenue à Résilient.tv. Vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui une détransitionneuse, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu une transition sociale et médicale et qui a ensuite choisi de revenir en arrière. Quand j'avais votre âge, la transition de genre était surtout associée aux hommes adultes. Et dans de nombreux cas, ils souffraient de dysphorie de genre presque depuis toujours, donc c'était déjà le cas quand ils étaient enfants. Mais dernièrement, à partir de 2014 à peu près, il y a eu une augmentation spectaculaire des transitions de genre chez les adolescents et parfois même chez les enfants. Il s'agit essentiellement de filles dont beaucoup n'avaient pas connu de dysphorie de genre depuis leur plus tendre enfance, mais souffrent plutôt de ce qu'on appelle parfois une dysphorie de genre à apparition rapide. Ainsi, à l'adolescence, elles ont soudainement le sentiment de ne pas être alignées avec leur sexe biologique. Et on peut dire que la thérapie a également changé, parce que c'est vrai qu'à mon époque, je ne me souviens pas que la transition était encouragée ou même soutenue, alors qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le modèle d'affirmation du genre dans les soins et la transition vers le genre choisi par le patient dysphorique est, dans la grande majorité des cas, accepté, parfois sans critique, soutenu, encouragé, validé par le thérapeute. Et évidemment, au-delà de la transition sociale, il y a aussi la question de la transition médicale. Autrefois, la chirurgie et les hormones sexuelles étaient très rarement utilisées, plutôt prescrites quand c'était le cas aux adultes, et pratiquement jamais aux mineurs. Alors qu'aujourd'hui, ces produits sont couramment prescrits à des mineurs dès l'âge de 12 ans. Au cours des dernières années, certains ont commencé à se demander si cette approche était saine. Se pourrait-il que trop d'adolescents aient été encouragés à faire une transition trop rapide ou de façon trop automatique? Certains ont commencé à dire publiquement qu'ils regrettaient leur transition, comme c'est votre cas, et une grande consultation spécialisée dans la dysphorie de genre au Royaume-Uni, la Tavistock Clinic, a fait face à des poursuites judiciaires de la part de nombreuses familles de détransitionneurs
au point que la Tavistock a, si j'ai bien compris, aujourd'hui fermé ses portes. Elle a été fermée Oui. par les autorités britanniques. Certains pays ont aussi commencé à modifier leur politique. Par exemple, la Suède, qui a toujours été pionnière dans de nombreux domaines socialement progressistes, avait également été pionnière en matière de transition de genre. Mais elle restreint désormais fortement l'utilisation d'hormones pour les réserver elle restreint la prescription aux mineurs et d'autres pays adoptent également une approche plus prudente. Donc je me suis posé la question, qu'en était-il en Suisse, mon propre pays? Et j'ai voulu en savoir plus. J'ai contacté un promoteur local de ce qu'il appelle une approche plus équilibrée de la dysphorie de genre. Et je lui ai demandé, évidemment, si je pouvais l'interviewer. Et il a décliné par crainte des conséquences. Et j'ai également essayé de contacter plusieurs autres personnes et j'ai reçu souvent à peu près la même réponse. Donc mon sentiment, c'est qu'il y a apparemment beaucoup de pression de la part des militants. Et je me souviens aussi que le livre d'Abigail Schreier avait failli ne pas être publié et ne pas être distribué ou avait rencontré des difficultés à être distribué par la suite. Donc je réalisais l'ampleur du problème et je commençais à perdre l'espoir de trouver quelqu'un d'assez courageux pour en parler publiquement. Et tout à coup, j'ai vu une vidéo de cette adolescente charismatique, intelligente, très éloquente, parce que j'étais adolescente à l'époque de la vidéo, qui racontait son histoire sans broncher devant le Congrès américain, sauf erreur. Et j'ai été impressionné par ce que j'ai vu. Cette fille avait l'air de n'avoir peur de rien. Alors j'ai pensé que je pourrais peut-être essayer de lui parler, parce qu'elle me semblait être la personne qu'il me fallait. Et vous voilà. Je suis donc très heureux que vous ayez accepté mon invitation. Et merci de m'avoir invité, monsieur. Merci. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire. Et je sais qu'on ne pourra pas tout couvrir durant notre entretien, donc je voulais me concentrer avant tout sur votre histoire, parce que je pense que c'est vraiment la partie la plus importante de ce que vous avez à partager, même si je sais qu'il y a beaucoup d'autres aspects qu'on pourrait aborder ensemble durant notre conversation. Et donc j'ai voulu commencer par le tout début, c'est-à-dire par votre enfance. Comment était-ce pour vous quand vous étiez enfant? Quand j'étais enfant et surtout quand j'étais très jeune, j'étais en fait assez féminine. J'aimais jouer avec des poupées, j'aimais jouer avec des Barbies, des Bratz, des poupées Monster High, Little's Pet Shop, et j'aimais me déguiser. J'aimais porter du rose, j'aimais porter des couleurs vives, j'aimais porter des bijoux. Tout ce qui était mignon ou à froufrou sur quoi je pouvais mettre la main. Mais j'étais aussi sous l'influence de mes frères aînés. J'aimais aussi jouer avec leurs jouets, j'aimais jouer avec leurs pistolets, Nerf. J'aimais jouer à des jeux vidéo avec eux et juste être en leur présence, et je les admirais vraiment beaucoup. Je les trouvais si drôles, si forts, des gars géniaux, et je voulais être comme eux quand je serais adulte, quand je serais grande. Et j'ai l'impression que d'un autre côté, je n'avais pas vraiment beaucoup de modèles féminins très forts sur lesquels me baser. J'avais vraiment l'impression de me connecter plus aux garçons et aux hommes de ma vie qu'aux femmes. Et en grandissant, j'ai commencé à devenir de plus en plus garçon manqué. J'ai commencé à fréquenter davantage les garçons. Mais il y a aussi, même si c'était quelque chose dont j'étais un peu fière, quelque chose qui me mettait à l'écart des filles qui m'entouraient. C'est aussi devenu quelque chose dont j'étais consciente. J'avais souvent l'impression que je n'allais jamais vraiment être assez féminine ou même assez jolie. J'avais de terribles problèmes d'image corporelle, surtout à cause des médias sociaux. J'avais constamment quelque chose à quoi me comparer. J'ai aussi commencé la puberté à un âge assez jeune. J'avais environ 8 ou 9 ans quand mes seins ont commencé à pousser, et c'était une expérience assez inconfortable pour moi, surtout parce que c'était si tôt.
Et c'était beaucoup de choses à vivre pour moi, surtout sans beaucoup de conseils à l'époque. Et finalement, j'ai commencé à me demander, eh bien, pourquoi suis-je née fille? Pourquoi suis-je une fille alors que j'ai l'impression de ne pas agir, de ne pas penser comme une fille, ni même d'en avoir l'air? Est-ce que je serai heureuse comme ça? Est-ce que c'est ce que je veux avoir quand je serai adulte? Par exemple, j'avais très peur de devenir une femme et de la responsabilité qui va avec. D'avoir des règles tous les mois, la douleur, la frustration d'avoir un cycle menstruel, la possibilité de tomber enceinte et de devenir mère et la douleur, le fardeau de la grossesse et de l'accouchement. Et tout ce que je savais sur le fait d'être une femme était toujours présenté comme étant effrayant. Personne ne parlait de l'ampleur de la bénédiction qu'est la féminité. J'avais l'impression que tout cela avait été vraiment minimisé et transformé en quelque chose qui allait être largement négatif. Est-ce que vous pensez que les médias et leurs histoires, la fiction, se concentrent en général davantage sur le côté négatif de la féminité? Oui, absolument. Et quand ce n'est pas négatif, les choses positives sont souvent présentées comme des choses superficielles. Des choses comme les robes, le maquillage, ton apparence, ta sexualité, plutôt que ta personne. Et ce sont des choses que j'ai fini par apprécier en tant que femme adulte. Mais j'ai aussi ressenti beaucoup de honte autour du fait d'avoir apprécié ces choses quand j'étais enfant. Parce que j'ai été victime de harcèlement, parce que je m'habillais de manière mignonne et féminine. Et j'avais l'impression que c'était quelque chose qui me rendrait ridicule. Comme si je n'allais pas être prise au sérieux si je me permettais d'être féminine. Comme si j'allais être considérée comme stupide, écervelée ou faible. Je ne voulais pas être perçue ainsi. Évidemment, compte tenu de ce que vous avez dit, ça semble assez logique. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où vous êtes passé d'un doute à un vrai sentiment de malaise par rapport à votre genre? Et est-ce que vous pouvez isoler un moment précis ou une période précise? Quand j'ai entendu parler de la communauté transgenre vers l'âge de 12 ans, par le biais des médias sociaux, c'est le tout premier endroit où je suis allée après avoir reçu mon premier téléphone, parce que je voulais être comme tout le monde à cet âge. Beaucoup de mes amis avaient déjà reçu leur téléphone plusieurs années avant moi. Certains, en première et deuxième année, recevaient déjà leurs premiers iPhones. Je voulais donc voir ce que j'avais manqué. Je voulais voir ce qui m'avait échappé jusque-là. Je voulais être en mesure d'entrer en contact avec mes pairs et de voir ce qu'il y avait à voir. Et au début, je parcourais surtout les communautés sur Instagram qui étaient basées sur mes propres intérêts comme l'illustration, la peinture numérique, les bandes dessinées, les mangas, les animés, les dessins animés, les livres que j'aimais. Il y avait quelque chose de très intéressant à propos de ces communautés. Beaucoup de gens dans ces communautés étaient des garçons et des filles, et même des enfants qui s'identifiaient comme faisant partie de la communauté LGBT. C'est quelque chose qui était régulièrement discuté dans ces communautés, et je m'y intéressais beaucoup parce que c'était des idées très nouvelles pour moi. Et oui, parfois, il y avait des moments à l'école où j'avais des sentiments pour une autre fille de mon âge, comme je pouvais en avoir pour un garçon ou pareil, et parfois pour des célébrités féminines aussi. Bref. Toute la discussion sur le genre était totalement nouvelle pour moi. Il y avait toutes ces nouvelles phrases et identités que vous pouviez utiliser pour vous décrire et tous ces drapeaux colorés.
C'était présenté comme quelque chose de très très mignon, de très arc-en-ciel et des licornes, etc. C'était une nouvelle façon de s'exprimer et c'est une communauté où vous savez que vous pouvez, peu importe à quel point vous êtes différent, peu importe à quoi ressemble votre parcours, vous pouvez faire partie d'un groupe où vous avez le droit d'être simplement vous-même. Et cela m'a vraiment marqué parce que c'était quelque chose que j'avais désiré dès mon plus jeune âge, en tant que fille autiste qui n'a été diagnostiquée que tardivement dans son enfance. J'avais beaucoup de difficultés sociales. C'était très difficile pour moi de socialiser à l'école avec mes pairs, de communiquer avec les gens autour de moi et d'établir et ensuite de maintenir des amitiés. J'ai toujours eu l'impression d'être la bizarre, comme si je n'avais pas vraiment de communauté pour m'accueillir. Je n'avais pas vraiment beaucoup d'amis dans certaines classes et je me sentais très seule. J'ai toujours eu l'impression d'être une espèce de bête curieuse. Donc, en voyant ces communautés où c'était comme si toutes ces personnes différentes se réunissaient et semblaient simplement s'aimer et s'accepter, c'était quelque chose qui m'avait vraiment touchée de près. Même si je n'interagissais pas directement avec ces personnes à l'époque. C'est juste que ça me faisait plaisir. Et j'ai commencé à me sentir reliée à ces personnes-là. Pas seulement à cause de mes intérêts, mais aussi parce que quand ils parlaient de leurs sentiments de dysphorie du genre, c'était genre, waouh, c'est un peu ce que je ressens. Je n'ai pas l'impression que je suis censée être comme je suis. Je n'ai pas l'impression que je vais être heureuse en tant que femme. Je ne suis pas à l'aise dans ce corps avec mes seins en développement et mes formes féminines. Je n'aime pas l'attention que ça me vaut. J'ai l'impression qu'être qui je suis ne suffit pas. Parce que je ne suis pas censée être une fille en fait. Et j'ai commencé à expérimenter différentes identités et finalement j'ai décidé que c'était le plus logique pour moi d'être un garçon. C'est comme ça que j'étais censée être. Et c'était une si belle explication de la raison pour laquelle je me sentais différente, pourquoi je ressentais cette détresse, en particulier à propos de mon sexe et de moi-même en tant que fille. Donc, à un moment donné, vous commencez à remettre sérieusement en question votre identité et vous avez cette féminité qui est présentée d'une manière qui n'est fondamentalement pas du tout attrayante pour vous. Et de l'autre côté, vous faites aussi l'expérience de ce sentiment d'appartenance à une communauté avec des pairs dont vous vous sentez proche. Alors, à partir de là, comment est-ce que vous en êtes arrivé à avoir une première rencontre avec un thérapeute ? Quand est-ce que vous avez pris cette décision? Quand est-ce que vos parents l'ont-ils prise avec vous? Quand est-ce que vous leur en avez parlé? Est-ce que ça a commencé à l'école? Bref, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? C'est arrivé par l'intermédiaire de mes parents et c'est arrivé après que je leur ai parlé de mes sentiments. Je leur ai écrit une lettre décrivant essentiellement ma nouvelle identité, leur disant que je souhaitais être leur fils au lieu de leur fille et qu'ils allaient m'appeler par un nom de garçon. J'ai fini par opter pour le nom de Léo. Et ils m'ont soutenu autant qu'ils le pouvaient. Et je pense qu'ils se sont montrés assez raisonnables dans ces circonstances. Ils étaient d'accord pour que je me présente différemment et que je m'explore peut-être un peu. Ils voulaient juste me permettre d'être un enfant, en fait. Ils n'ont pas vraiment eu de problème avec cela. Et ils ont fait de leur mieux pour s'adapter au nom et à l'identité que j'avais choisie. Mais ils étaient aussi inquiets. Ils ne comprenaient pas vraiment d'où cela venait.
Et je suis leur plus jeune enfant. J'ai 4 frères et sœurs plus âgés. Il y a comme un fossé générationnel entre eux et moi. Mes frères et sœurs n'ont jamais eu de tels sentiments. Ils n'en ont jamais parlé avec ma mère et mon père. C'était donc un tout nouveau monde pour eux. Mais ma mère et mon père ne savaient pas vraiment quoi faire. Et c'est pourquoi ils ont commencé par m'envoyer en thérapie, parce qu'ils pensaient que là-bas, j'obtiendrais l'aide dont j'ai besoin. Ils m'aideraient à trier ces sentiments et peut-être à déterminer si cela venait d'une sorte de facteur sous-jacent et m'aideraient à traverser cette phase. Et puis, on me permettrait de grandir sans subir une intervention. Et je pourrais me décider quand je serai au moins légalement une adulte, au moment où j'aurai un peu plus de contrôle sur moi-même, quand je ne serai plus une enfant. Mais ce qu'ils imaginaient, c'est tout le contraire de ce qui s'est passé, franchement. Ma mère et mon père ont subi de fortes pressions de la part de ces médecins pour qu'ils me donnent ce que je voulais, plutôt que de vraiment réfléchir à ce dont j'aurais pu avoir besoin. Ils ont dit que c'était ce dont j'avais besoin. Ils ont dit que le temps pressait, qu'il n'y avait pas d'autre choix, que je savais ce que je voulais parce que l'identité de genre est quelque chose d'inné et de facile à comprendre pour les enfants. Et si je n'avais pas la possibilité de faire une transition médicale, les médecins leur ont dit en substance qu'ils auraient ou bien une fille très suicidaire et potentiellement morte, ou bien un fils transgenre vivant et heureux. C'était beaucoup de pression sur eux. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait eu consentement. Qu'ils aient signé ou non les documents pour les interventions, concrètement, ils ont agi sous contrainte. Ils ont été manipulés émotionnellement par nos médecins pour qu'ils me donnent un traitement frauduleux. Et du côté de l'école, je ne dirais pas vraiment que mon collège ou mon lycée ont été impliqués dans ma transition. J'ai commencé ma transition sociale et médicale vers la 8e année. Et je n'en ai pas vraiment parlé au personnel de l'école parce que je n'en voyais pas vraiment le besoin. Dans ce collège, j'avais déjà des problèmes sur le plan de l'éducation. Je devais suivre un plan pédagogique qu'ils refusaient tout simplement de suivre. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'ils m'aident avec d'autres problèmes. Mais j'en ai parlé à des amis à l'école et beaucoup de gens ont remarqué que je commençais à me présenter différemment, à me couper les cheveux plus courts, à porter des vêtements de garçon et à essayer d'adopter les manières de mes camarades de classe garçons. Les gens pensaient que c'était bizarre. Ils pensaient que c'était bizarre. On m'a traité de toutes sortes de noms d'oiseaux. Les gens s'en sont pris à moi assez fortement. Mais j'ai surtout attribué ça au fait d'être au collège. Dans cette tranche d'âge de 12 à 14 ans, les enfants ne sont tout simplement pas très gentils les uns avec les autres. Ils vivent leur puberté, tous ces changements physiques et sociaux de dingue, et ils se défoulent, vous savez. Mais c'était assez dur pour moi. J'avais l'impression de n'avoir personne de mon côté. Et j'ai l'impression que la réponse que j'ai reçue m'a en quelque sorte poussée plus loin. Et je me disais, waouh, ces gens sont des imbéciles avec moi pour une raison obscure. Je suis seulement en train de changer ma façon de m'habiller, c'est juste qui je suis. Et je vais leur prouver qu'ils ont tort. Un jour je vais ressembler à un gars, un jour je serai un garçon et je leur prouverai qu'ils ont tort. Ils seront largués. Ils le sont déjà. Ils sont ignorants. Quel était le nom du centre médical où vous êtes allé la première fois? Donc tout au long de ma transition, j'étais avec Kaiser Permanente et le processus de thérapie a commencé dans une consultation psychiatrique locale. Un cabinet local, pas nécessairement une clinique de genre, mais un cabinet très généraliste dans ma région.
Et puis ensuite, quand j'ai été référée aux autres services, l'endocrinologie pour le Lupron, les suppresseurs de puberté et les hormones, je pense que j'ai été référée à la région de la baie de Californie, San Francisco, Oakland et en gros, la même région pour ma chirurgie aussi. D'accord. Je voulais savoir s'il y avait une sorte de processus de diagnostic. Est-ce qu'ils ont essayé de proposer un diagnostic différentiel, un autre diagnostic que celui que vous aviez vous-même posé? L'ensemble de la thérapie et du processus psychiatrique était honnêtement assez minimaliste. De toute évidence, ils ont dû faire une sorte de processus de diagnostic de la dysphorie de genre. Et ils savaient qu'on m'avait diagnostiqué un TDAH, que j'avais des symptômes qui suggéraient fortement que j'étais autiste, que j'avais des difficultés sociales, que j'avais une puberté précoce, que j'avais des problèmes d'image corporelle, et peut-être même un trouble de l'alimentation. Donc ils avaient conscience de tout ça. Oui, ils savaient tout cela. Et ma détresse liée à ces choses a été soit simplement ignorée, soit elle a été présentée comme un problème lié à mon sexe et à mon corps, plutôt qu'aux problèmes très réels que j'avais dans ma vie à l'époque. Ils me demandaient des choses comme « Quand as-tu commencé à ressentir de la détresse à l'idée d'être une fille ?» Et j'ai répondu « À peu près au moment où je suis entrée en puberté, ce qui est assez normal. » J'éprouvais des sentiments très normaux qui ont finalement été pervertis en quelque chose de complètement différent. Je n'avais pas le droit d'être juste une enfant et de grandir et de faire face à de l'inconfort. Cet inconfort normal a été transformé en une maladie. J'ai été affirmée dans cette identité, cette idée que j'étais malade, que j'avais besoin d'être réparée. Donc il n'y a pas véritablement eu de processus de diagnostic approprié en réalité. Vous avez été précipité directement vers cette seule idée et cette seule solution. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Parce que je suppose que vous n'êtes pas passé directement à l'hormonothérapie. Qu'est-ce qu'ils vous ont suggéré de faire dans un premier temps, au début? En fait, ils suivaient mes suggestions. Donc, en tant que médecin, en tant qu'adulte, ils suivaient ce que l'enfant leur disait de faire. Et j'ai pensé que mon seul choix était d'aller jusqu'au bout de la transition médicale, parce que c'était le seul choix que je connaissais. Aucun d'entre eux n'a vraiment essayé de me diriger vers des alternatives. Et d'après mes recherches dans la communauté transgenre, et même selon les ressources de mes propres réseaux de soins, tout semble indiquer que la transition était le seul moyen de traiter la dysphorie. Et je croyais que j'étais un vrai garçon, que je n'étais pas différente des garçons qui m'entouraient. Et aucun d'entre ces professionnels n'a vraiment fait d'effort pour entrer dans ma tête, pour comprendre le pourquoi, les raisons derrière ces croyances que j'avais. Ils prenaient comme argent comptant ce que je disais. Ils suivaient mes suggestions plutôt que de s'appuyer sur leur jugement d'adulte. D'accord. Dans ce cas, combien de temps s'est-il écoulé entre cette première rencontre et la prise des bloqueurs de puberté? Est-ce que c'était plutôt en termes de semaines ou de mois? Il s'est probablement écoulé environ 6 mois ou moins entre le moment où j'ai été référée pour la première fois à la thérapie et celui où j'ai reçu ma première injection de Lupron pour bloquer ma puberté. C'était donc très rapide. Est-ce que vous avez eu des séances de thérapie? C'est difficile de s'en souvenir, ça date. Je me souviens surtout des rendez-vous pour les interventions physiques.
Mais je me souviens que j'ai arrêté d'aller à la thérapie. J'ai choisi d'arrêter d'aller en thérapie après qu'on m'ait mis sous testostérone, parce que je me suis dit que ça allait être la solution. C'est le traitement. Donc ça va aller. Oui, il y a parfois, en tout cas, on parle d'une sorte d'euphorie quand on commence à prendre de la testostérone, c'est juste ça. Oh mon Dieu, carrément. Especially after having been through what was essentially Surtout après avoir traversé ce qui ressemblait essentiellement à une ménopause chimique avec les bloqueurs pendant quelques mois. C'était genre, waouh, ça fait du bien d'avoir des hormones de retour dans mon corps. C'est génial de finalement revivre une puberté. Et je pense que c'était rude d'être sous bloqueur de puberté. Je traversais des bouffées de chaleur, cette sensation inconfortable et chaude qui se déplaçait dans tout mon corps par intermittence. Je ne pouvais jamais prédire quand cela se produirait. Et cela s'accompagnait de cette sensation étrange de picotement et de démangeaison dans mon corps, partout où la sensation de chaleur allait. Et c'était vraiment difficile. J'étais vraiment léthargique pendant que j'étais sous bloqueur et ce n'était pas vraiment génial. J'étais aussi sous bloqueur pendant environ 1 an avant d'arrêter. Et donc, quand j'ai commencé à prendre de la testostérone, j'étais genre, super, j'ai enfin retrouvé mon énergie. Je suis gonflée à bloc, vous savez, je consomme littéralement des stéroïdes. J'ai eu ce gros boost de confiance. Je me sentais jolie. Je me sentais jolie, je ne sais même pas comment vous appelleriez ça. Parce que jolie, heureuse, ce n'est pas le bon mot. Parce que c'était tellement n'importe quoi en vrai, mais c'était assez excitant. J'y croyais vraiment. Je croyais vraiment que cela m'aiderait à devenir le garçon que je pouvais, que j'étais censée devenir, vous savez. J'avais vraiment hâte de voir les changements physiques et de pouvoir ressembler à tous les autres garçons de mon âge. Et ces changements sont arrivés assez rapidement. Le premier a été d'avoir une voix plus grave. Et j'avais une voix très grave en fait. Elle était très différente pendant ces 3 années de prise d'hormones. Et même dans la première année après avoir arrêté les hormones, ma voix était vraiment très grave. En fait, pendant un certain temps, elle était plus grave que celle de la plupart des garçons de mon âge. Même plus grave que certains de mes professeurs masculins. J'avais une voix très, très distinctement basse. Et mon visage et mon corps ont commencé à changer de façon assez spectaculaire. Comme si les cheveux sur le dessus de ma tête devenaient plus épais. Mes sourcils devenaient plus épais, mes cils, ma pilosité faciale, les poils de mes membres et de mon corps. Et j'ai commencé à développer pas mal de muscles. C'était vraiment facile de développer mes muscles en m'entraînant. Et pour quelqu'un qui a des problèmes d'image corporelle, la capacité à créer un changement de quelque nature que ce soit, cela vous fait sentir puissant. Cela vous donne l'impression d'avoir du pouvoir sur votre corps et sur vous-même. C'était une dynamique vraiment bizarre. Et la libido et les changements émotionnels ont été un sacré trip aussi. C'était beaucoup plus facile de gérer toutes sortes d'émotions négatives en général, que je ressentais beaucoup plus pendant ma transition. C'était une expérience assez solitaire d'être perçu comme un homme et les attentes sociales comme le fait d'être censé être dur et de ne pas vraiment parler de vos difficultés personnelles dans votre quotidien. Et j'en ai eu pas mal. C'était très dur de pleurer. C'était presque impossible. Et quand je pouvais le faire pendant des heures sans être soulagée. C'était horrible. Et j'avais peu de choix, vous savez. Il y avait des filles qui pensaient que j'étais plutôt mignon, mais je n'avais pas vraiment d'intérêt pour elles. Et même si j'en avais, j'avais l'impression que je ne pouvais pas les séduire parce que je n'étais pas un vrai garçon. Elles auraient sûrement été déçues, et je ne voulais pas briser le cœur de qui que ce soit.
but I sexually was having such an exponentially. Il n'en reste pas moins que j'avais une libido exponentiellement augmentée tout au long du lycée et que c'était très difficile pour moi. Men going through puberty. Pour les hommes qui traversent la puberté, The increase in androgens and sex hormones l'augmentation des androgènes et des hormones sexuelles est est quelque chose qui se produit très progressivement. Et bien sûr, cela peut être difficile à gérer, surtout si vous n'avez pas de conseils à ce sujet. Mais pour moi, c'était un pic soudain et je n'avais pas vraiment l'impression d'avoir quelqu'un à qui en parler parce que tous ces médecins et les thérapeutes que j'ai eus pendant ma transition étaient des femmes. Elles ne savaient évidemment pas ce que c'était. Et aussi, comme j'étais encore une enfant à l'époque, quel enfant veut parler de sexe avec les adultes qui l'entourent? C'était très humiliant. Et cela commençait à m'attirer beaucoup d'ennuis parce que la libido, le sentiment de solitude et ce manque de partenaires potentiels, tout ça a fait de moi une cible assez vulnérable pour les hommes adultes. J'ai été approchée sexuellement à plusieurs reprises au cours de mon adolescence. Et ce n'était pas la situation la plus sûre pour moi. J'ai également été agressée sexuellement à plusieurs reprises. Le pire cas dont je me souvienne, c'était en 8e année et c'est arrivé quelques mois seulement après que j'ai commencé ma transition médicale, après avoir commencé à prendre des hormones. Il y avait un garçon qui m'avait harcelée tout au long de l'année scolaire. Et c'est arrivé alors que j'étais dans une salle de classe bondée, pleine d'une trentaine d'autres enfants. Et l'enseignant aussi était présent. Il s'est approché de moi. Il est allé droit vers moi. Il m'a regardé dans les yeux. Il avait ce regard vraiment intimidant sur son visage. Il a tendu sa main vers ma poitrine et il m'a serré les seins. C'était comme si tout mon monde s'était brisé à ce moment-là, en millions de morceaux. Parce que je veux dire, j'avais cette peur vraiment primaire et profonde d'être agressée un jour dans ma vie. Parce que je connaissais beaucoup de filles qui avaient été agressées, maltraitées ou harcelées. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Et je me suis sentie complètement impuissante, surtout parce que personne autour de moi n'avait réagi. À rien. C'est comme si personne ne s'en souciait. Personne n'est venu vers moi. Personne ne s'est approché de lui non plus pour lui demander pourquoi il avait fait ça et ce qui n'allait pas chez lui. Personne ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'étais juste sous le choc et j'avais l'impression que je ne pouvais le dire à personne parce que j'avais des problèmes à l'école avec les professeurs. Le personnel de l'école n'en avait rien à foutre de moi. Et je n'avais pas vraiment d'amis. Et en fait, il y avait des moments où j'étais harcelée par ce gars et les filles autour de lui me disaient « Eh bien, ça va aller ». Il me laissait entendre qu'il n'irait jamais trop loin. Sauf qu'en réalité, c'est bien ce qu'il a fait. Et quand il l'a fait, cela a vraiment brisé la confiance que j'avais pour ces filles. Et aussi, je pensais que j'étais un garçon. Vous savez, je voulais être un dur. Et je savais que personne ne me prendrait au sérieux. En tant que gars, si je leur disais ce qui m'était arrivé, du genre « machin m'a peloté les seins », je perdais toute chance d'être perçue comme le dur à cuire que je voulais être. Et donc, pendant des années, je ne l'ai jamais signalé. Mais ce souvenir est resté dans un coin de ma tête. Cette peur d'être exploitée s'est transformée en une peur que quelqu'un reconnaisse même que j'étais une femme.
Alors c'est là que j'ai commencé à cacher mes seins. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à utiliser ce qu'on appelle un binder. Cela ressemble à des petits débardeurs et dans la région de la poitrine, il y a comme un tissu de compression pour cacher les seins, comme les hommes qui ont une gynécomastie, qui est un problème qui provoque une prolifération du tissu mammaire. C'est aussi utilisé par les femmes qui se travestissent ou qui vivent une transition et souhaitent cacher leurs seins. Et j'ai l'impression que l'inconfort d'utiliser ce binder tous les jours et aussi cette peur, ce dégoût envers cette partie de mon corps m'ont ensuite incité à subir une intervention chirurgicale pour enlever mes seins. Donc, vous avez commencé à cacher votre poitrine en grande partie à cause de cette agression-là. C'était une conséquence directe de l'agression. C'en était une conséquence directe. Oui, je veux dire, je pensais le faire à un moment donné de toute façon, mais je me suis dit, bon, je suis encore en 8e année, vous savez, tout le monde me connaissait. Tout le monde me connaissait depuis l'école primaire. Ils savent tous que je suis une fille. Je ne trompe personne, peu importe à quel point j'ai l'air d'un garçon. Donc, je ne vais pas faire cet effort avant d'entrer au lycée. Et cela a complètement changé le cours de mes plans. C'était assez traumatisant. Est-ce qu'il y a eu une véritable discussion de vos options entre les bloqueurs de puberté et les hormones sexuelles? Je veux dire par là, est-ce que vous avez eu une conversation avec eux pour savoir si c'était approprié pour vous de passer à la testostérone après avoir pris les bloqueurs de puberté pendant à peu près une année? Et si oui, à quoi a ressemblé cette conversation? Ils me mettent sous bloqueur avec l'idée que j'allais déjà prendre de la testostérone. Il ne s'est passé qu'un mois ou deux entre ma première prise de bloqueur et ma première prise de testostérone. Et on ne m'a pas dit, comme beaucoup de ces activistes l'affirment, ils disent souvent que ces bloqueurs de puberté sont réversibles et qu'ils les prescrivent pour arrêter temporairement la puberté et donner le temps de se décider. Mais en fait, c'est une prémisse remarquablement stupide. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas simplement mettre sur pause un processus corporel naturel. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et cela aura des conséquences permanentes. Les bloqueurs ne sont pas réversibles. Et cela n'a jamais été présenté de cette façon par mes propres médecins non plus. Ils n'ont jamais dit que c'était irréversible. Ils n'ont jamais dit « nous allons juste gagner du temps pour la laisser décider ». Ce n'était pas la discussion que nous avions. Nous pensions déjà à passer aux hormones sexuelles. Mais lors des consultations pour les 3 traitements, les bloqueurs, les hormones et la chirurgie, nous avons passé un peu en revue certains des effets secondaires potentiels, mais c'était en termes très vagues. Ce n'était pas exhaustif. Il y a beaucoup de complications que j'ai eues à cause des 3 traitements, dont je ne pensais même pas qu'elles étaient possibles, et franchement, je ne pense pas que cela ait de l'importance de savoir ce qu'on m'a dit de toute façon. Je n'aurais tout simplement pas dû être autorisée à prendre ces traitements. Je n'aurais pas dû être autorisée à prendre une décision concernant mon propre corps et son développement. Parce que j'étais encore une enfant. Et que les adolescents sont connus pour être impulsifs. Ils prennent des décisions pour lesquelles ils ne sont pas vraiment équipés. Nous ne les laissons pas prendre des décisions permanentes dans d'autres cas, mais pour une raison mystérieuse, dès que le sexe est impliqué, nous les laissons faire ce qu'ils veulent. On a parfois évoqué des effets potentiels sur ma fertilité et la perte de ma capacité à allaiter à l'âge adulte. Mais je me disais, je suis un homme, pourquoi voudrais-je tomber enceinte? Les hommes ne font pas ça. Les pères ne tombent pas enceintes, n'accouchent pas et n'allaitent pas. Donc pourquoi est-ce que j'y penserais? Et j'étais encore en train de grandir, j'étais encore une enfant. Je ne pensais donc pas à avoir mes propres enfants. Les enfants ne pensent pas à faire ces choses-là. Et quand ils le font, c'est sous un jour très enfantin. Donc ils se sont appuyés presque uniquement sur vos propres sentiments pour guider l'ensemble du processus thérapeutique. C'était vraiment, il s'agissait de se baser sur ce que vous pensiez être juste à l'âge que vous aviez. Tout était une question de sentiment et pas de bon sens du tout.
C'est insensé. C'est vraiment insensé. Je veux dire, une fois que vous l'entendez de la bouche de quelqu'un qui a vécu ce processus, vous réalisez à quel point c'est fou. Nous avons de nombreuses mesures de protection pour précisément empêcher les adolescents de prendre des décisions qu'ils pourraient regretter. C'est bien pour ça qu'on a inventé la différence même, la différence juridique entre une personne mineure et une personne majeure. Et cette distinction est là pour protéger les adolescents contre les décisions qu'ils pourraient prendre et qu'ils regretteraient plus tard parce qu'ils ne sont pas encore en pleine capacité de les prendre. Donc c'est complètement insensé. C'est insensé. Oui, je pense qu'il faut absolument considérer cela comme une forme d'abus de mineur sur le plan légal. Oui. Donc vous êtes passé par ce processus de bloqueur de puberté et ensuite la testostérone. Et maintenant, vous utilisez ces binders, ces bandes. Et vous pensez déjà à ce moment-là à la chirurgie, ou comment est-ce que l'étape de la chirurgie, qui sera la prochaine étape pour vous, comment est-ce qu'elle a commencé à être discutée? Oui, c'était en gros durant ma 2e année de lycée. J'avais 15 ans et j'utilisais des binders depuis environ 2 ans à ce moment-là. Et c'était pénible de le faire tous les jours. C'était comme si je mettais un masque, à la différence près que c'est mon corps que je masquais tous les jours. Je me réveillais le matin, je prenais ma douche, puis je cachais mes seins. Je mettais ce binder sous mes vêtements, mais chaque fois que je rentrais de la maison après l'école ou après une fête, je l'enlevais. Dès que je rentrais dans ma chambre, et je me sentais tellement dissociée de mon corps, je voyais d'un côté tous ces changements physiques massifs, mais en regardant vers le bas, je voyais ces seins qui étaient toujours là. J'étais censée être un mec, mais ces trucs-là étaient là. C'était un sentiment vraiment inconfortable. Et l'expérience de porter un binder était vraiment inconfortable. Vous savez, je portais ce truc pendant environ 8 heures par jour en moyenne, parce que mes journées d'école allaient de 8 heures du matin à 16 heures. Et bien sûr, je le portais tous les jours, parce que je ne voulais pas que quelqu'un sache que j'avais des seins. Mais ce machin se remplissait de transpiration, c'était vraiment serré, c'était juste dégueu, honnêtement. Et je voulais m'en libérer. J'avais ce fantasme de pouvoir un jour enlever ma chemise et courir sur la plage avec ma poitrine nue au soleil. Comme je pensais que tous les autres garçons le faisaient, vous voyez? Comme le font les vrais hommes. Je voulais juste être libre. Et je pensais que ce serait la liberté. Ce serait le dernier maillon de la chaîne à se rompre. J'ai donc commencé à chercher à me faire opérer vers le milieu de la 2e année du lycée. Et encore une fois, il ne s'est écoulé qu'environ 6 mois entre le moment où j'ai été référée à mon thérapeute et celui où j'ai été référée à un spécialiste du genre. Je ne suis pas encore tout à fait sûre de ce que ce terme englobe. Je pense qu'il s'agit essentiellement d'un psychiatre qui a reçu une formation spécifique pour s'occuper de ce problème et orienter les gens entre différents services pour qu'ils subissent une intervention chirurgicale. Encore une fois, c'était très rapide, très expéditif. Est-ce qu'il y a eu une conversation sur les inconvénients d'une chirurgie de ce type? Est-ce que vous vous rappelez d'avoir une conversation détaillée? Oui, c'est légalement exigé et je pense que de par la règle dans la profession médicale, vous êtes censé parler des effets secondaires. Mais c'est juste que ce n'était pas suffisant. Et en réalité, cela n'aurait même pas dû être une option pour moi à l'époque. En fait, c'est beaucoup pour un enfant d'envisager de retirer des organes entiers de son corps. En particulier ceux qui sont si profondément liés à son sexe et à son futur en tant que parent.
J'ai maintenant des complications que je ne savais pas possibles en lien avec les greffes de peau. Je porte des bandages au moment où nous parlons. Mais peu importe ce que je savais, de toute manière, cela n'aurait jamais dû arriver. Bon, il semble clairement que ni vous ni vos parents n'avez bénéficié de ce qu'on peut appeler à proprement parler un consentement éclairé. On vous a vraiment précipité dans ce processus. Il n'y a pas eu de véritable discussion sur les inconvénients qui auraient été adaptés à votre âge, ni sur les conséquences de la prise d'hormones et de la chirurgie sur le long terme. Et c'était horrible pour mes parents, surtout parce qu'ils n'étaient même pas autorisés à assister à mes séances de thérapie. Ils n'ont jamais fait l'objet d'un suivi sur ce qui a été discuté pendant ces séances en fait. Ils n'avaient donc aucune idée de ce qui se passait. Je suis à peu près sûre que c'est comme une loi ou une sorte de pratique ici en Californie concernant la confidentialité des patients. Et en tout cas, c'est comme ça. J'ai l'impression cette information leur a été retirée, tout comme leur droit en tant que parents, de savoir ce qui se passait avec leur propre enfant. Et c'était particulièrement important à cause de ce mythe du suicide qui leur a été balancé lors des premiers rendez-vous, quand j'avais commencé à solliciter un suivi médical. Et encore une fois, s'agissant de cette opération, ils ne le savaient pas. Mais avant que je ne commence tout ceci, je n'étais pas suicidaire. Je n'étais pas suicidaire du tout. Bien sûr, j'ai ressenti un certain niveau de détresse qui, honnêtement, n'était pas très éloigné de ce que la plupart des adolescentes éprouvent. Par contre, je suis devenue suicidaire après avoir commencé ces traitements. C'était après environ 1 an d'hormones, parce que le stress de la transition était terrible. Ça me tuait physiquement et mentalement. Oui, je pense que c'est l'un des mensonges les plus choquants parce que pour le suicide, il n'y a pas de preuves scientifiques solides que la transition réduise les idées suicidaires ou le risque de passage à l'acte. Il existe d'ailleurs aussi des données qui suggèrent que la transition pourrait augmenter le risque d'idéation suicidaire tel que vous la décrivez. Donc, faute de clarté, de consensus scientifique, c'est une forme de mensonge que de présenter les choses de cette manière-là aux parents. Et même si j'étais suicidaire, à propos de mes sentiments autour de mon sexe et de mon corps, cela ne signifie pas que c'est le traitement pour cela. Je veux dire, c'est ridicule de penser « Oh, cette personne est suicidaire, changeons tout le profil des hormones dans son corps, cela va tout arranger. » Cela ne fait qu'affirmer une illusion. Ce ne sont pas des soins de santé, cela ne sauve pas une vie. C'est de l'idéologie, en fait. Donc, bon, vous avez subi cette opération. Comment est-ce que vous vous êtes senti juste après? Je veux dire, au cours de la première semaine ou du premier mois, et les premiers instants après mon réveil, je me disais, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment arrivé. C'est comme si c'était un grand pas en avant, et peut-être la dernière étape de ma transition. Du genre, maintenant, je vais vraiment être un garçon. C'est ce que je voulais depuis longtemps. Et un jour, je serai complètement guérie. Les cicatrices et les greffons vont cicatriser. Je vais ressembler à n'importe quel autre gars et je serai capable d'être normale. Je serai comme mes amis, mon père, mes frères, mes cousins et mes oncles. Je serai comme eux. Mais je ne l'étais pas. Je ne pouvais pas l'être. Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. J'ai commencé à avoir ce sentiment de nostalgie de la féminité peu de temps après.
Cela me manquait d'avoir des cheveux longs, de pouvoir les coiffer, de me maquiller, d'être juste mignonne et jolie. Et maintenant que j'étais un gars, je ne pouvais plus vraiment faire tout ça. Je ne pouvais plus me maquiller, enfin si, mais ça aurait été une chose assez humiliante parce que je ne ressemble plus à une fille. Je n'étais plus aussi mignonne ou féminine qu'avant. In the same way that I used to be, my breasts were gone, just recently removed. Mes seins avaient disparu, je venais tout juste de m'en débarrasser et j'avais cette honte de me sentir comme ça parce que, vous savez, si quelqu'un m'avait vu porter ce que je portais dans ma chambre, mes anciens vêtements de fille et du maquillage que j'allais chercher de temps en temps à la pharmacie, qu'est-ce qu'ils auraient pensé? Vous voyez? Pour à peu près tout le monde dans ma vie, j'étais un garçon. Et beaucoup de mes pères ne savaient même pas que j'étais en fait une femme. Comment aurais-je pu revenir voir tout le monde pour leur dire « J'avais tort, en fait, je suis une femme. Ça me manque d'être une femme. » Après avoir passé des années investies à fond là-dedans, je ressentais un sentiment de culpabilité à cause de mes parents. Ils se sont tellement consacrés à ce traitement dont ils pensaient qu'il allait me sauver. Mais voilà, le regret commençait à pointer le bout de son nez et je n'ai même pas pu verbaliser ce qu'était ce ressenti pendant très longtemps à cause de toutes ces émotions contradictoires. Je pensais que la dépression était juste une partie normale de l'après-opération et qu'elle finirait par disparaître et que je serais heureuse à nouveau. Je serais moi-même en tant qu'homme. Mais au fil du temps, j'ai compris que peu importe ce que je me faisais à moi-même, peu importe les médicaments que je prenais, peu importe les chirurgies ou les parties de mon corps dont je me débarrassais ou que je changeais, je serais toujours une femme, vous comprenez? Parfois je me disais, si je devais m'échouer sur une île, si je survivais à un accident d'avion, comment pourrais-je survivre sans mes injections hebdomadaires? Je veux dire, je ne peux même pas le faire moi-même. Du genre, je dois demander à quelqu'un d'autre de m'aider. J'ai besoin d'une infirmière pour m'aider parce que je ne peux pas supporter de regarder l'aiguille qui s'enfonce dans ma peau. Vous comprenez? En quoi est-ce une solution viable? Et donc, finalement, alors que j'étais en train d'étudier le développement de l'enfance, la famille et la parentalité dans l'un de mes cours, j'ai ressenti ce qui aura été probablement le plus grand signal d'alarme. Parce que j'avais 16 ans à ce moment-là et que l'âge adulte n'était pas très loin. J'ai commencé à me dire « Hey, mais comment mes enfants vont-ils m'appeler ? Serais-je leur papa ? Parce que ça sonne bizarre, hein. Je ne sais pas si je serai maman, parce que je suis censée être un gars. Mais de toute façon, c'est bizarre tout ça. Surtout si c'est moi qui donne naissance à l'enfant. Comment cela va-t-il l'affecter si je ne suis pas... S'il n'y a pas ces rôles traditionnels de la mère et du père? Comment cela va-t-il affecter mes enfants? J'ai aussi eu cette révélation que je voulais être mère. Je voulais avoir des enfants et je voulais le faire naturellement. Je voulais me marier, tomber enceinte et passer par le processus de naissance de mes enfants. Et j'avais envie d'allaiter parce que c'est la première fois de ma vie qu'on en parlait vraiment en profondeur. Et surtout, on parlait de la composante émotionnelle. D'à quel point cet amour-là, à quel point c'est intime entre une mère et son enfant pendant l'allaitement. Bon, eh bien maintenant, je ne vais pas pouvoir vivre ça. Je n'aurai même pas la moindre chance de le faire, parce que mes seins ne vont pas repousser. Et c'était vraiment le dernier clou dans le cercueil, parce que c'était
tellement déchirant pour moi d'y Like, penser. it was something that I couldn't even get up out of bed Je ne pouvais même pas sortir du lit certains jours pendant for a très really long longtemps. time. It destroyed me. C'est juste que ça m'a détruite. Ce sentiment de vouloir fonder une famille, d'être attiré par cette idée de maternité, d'amour maternel, on pourrait imaginer pire comme un moment de révélation, même si je comprends que pour vous, c'était évidemment I think the très pain was difficile à necessary. vivre. It brought me a lot of growth. Je pense que la douleur était nécessaire. What woke me up in the end. Cela m'a permis de grandir et c'est ce qui m'a réveillée à la fin. Ça restait pour vous une décision très difficile à prendre et quelque chose aussi de très difficile à dire aux gens autour de vous. Alors comment est-ce que vous l'avez fait? Comment est-ce que vous avez trouvé le courage de I le was faire? in denial for maybe a good 2 weeks after. J'ai été dans le déni I pendant couldn't focus on my peut-être studies 2 at bonnes all. semaines après. I was failing my classes. Je I n'arrivais was pas du tout à me not concentrer sur functioning. mes études. J'ai Until échoué à one mes night, I cours. was finally able Je to ne admit it to fonctionnais tout myself. simplement pas. Jusqu'à ce qu'un soir, j'ai finalement pu me l'avouer à moi-même. In every single way. Je m'étais trompée. And La I broke transition me down tuait de toutes les crying. manières possibles et là, je me I suis didn't want effondrée en my pleurs. mom or my dad to see Je me ne voulais pas que ma mère ou mon père me voient dans in the l'état où state that I j'étais. was. So all I could really manage to do was I called a friend and then I just Alors tout texted ce my que j'ai mom pu telling faire, her like c'est d'appeler I un regret ami. this so much. Puis I j'ai don't know envoyé what un to do with texto à ma myself. mère pour What lui am I dire going to « Je do?" regrette tellement. Je ne sais pas quoi faire de And moi-même. Qu'est-ce que je vais faire ?» from then on, it was a long, hard Et à process. partir de ce moment-là, ça a été un processus Navigating long et through difficile. it emotionally was a total minefield, especially Naviguer after à I travers stopped cela the émotionnellement était un champ de mine total, I surtout went après off que j'ai full arrêté therapy les because I hormones. had no guidance from any of my doctors on J'ai how to arrêté stop. d'un coup parce que And je it n'avais also just reçu like aucune directive de la part de mes médecins sur la façon d'arrêter. Et c'était aussi parce que ça me remplissait de dégoût, rien que de regarder le flacon avec le gel et la seringue. I did not want that anywhere near me. Je ne voulais pas que ça s'approche de moi. I couldn't even admit to myself for a while that Je n'ai même pas pu admettre à moi-même pendant un certain temps que j'étais une femme. Je ne pouvais pas encore me résoudre à me décrire comme ça jusqu'à ce que je commence à parler avec d'autres détransitionneuses et que je me rende vraiment compte de ce qui s'était passé. Mais il m'a fallu un certain temps pour abandonner l'identité trans And eventually I started thinking about my name. Like, et j'ai fini par penser à mon nom. I named myself Leo. It was like J'aimais vraiment mon nom. out of Je m'appelais Léo. my birth name, Chloe. C'était quelques lettres empruntées à mon nom de naissance, Chloé. It also just sounded cool to me. And I felt for a long Et ça time, sonnait juste cool à mes from like oreilles. my early childhood, I didn't really like my Et j'ai eu name, l'impression because I felt pendant like it longtemps, sounded too depuis ma plus tendre enfance, que je n'aimais pas vraiment mon nom parce que j'avais l'impression qu'il sonnait trop girly, trop But even léger. then, it was like, Je ne pensais pas que c'était juste I qui wasn't j'étais. just- Mais it's not même like I là, was the only one who went through this, you know? ce n'est pas comme Like, si my j'étais mom la and dad, seule à they avoir went through the thing traversé with me cela. too. Vous savez, ma mère et mon père, ils ont vécu ces douleurs avec moi aussi. My name Et mon nom était un cadeau was que a mon gift père m'avait that fait. my father gave to me. C'est I à owe lui it que to je le him, dois. you know? I think that in the end, my mom Je and pense dad qu'en fin de deserve compte, ma mère et mon père the name méritent that que they le nom chose for me being used. qu'ils ont choisi pour moi soit And utilisé. eventually, I decided that Et finalement, j'ai décidé que la miss féminité being me feminine manquait so much. tellement. I missed having long hair. I missed Cela me manquait d'avoir being les able to cheveux play longs. around with my appearance. And so I started buying makeup Le simple fait de again. pouvoir jouer I avec started mon apparence me buying manquait. clothing. J'ai donc recommencé à acheter du maquillage. Then came the more difficult parts. J'ai commencé à acheter des vêtements pour femmes. Et puis sont venues les parties les plus Socially, difficiles. Socialement, à l'école, c'était compliqué. a mess. I had to have a coming out to everybody again, tell them J'ai dû faire mon coming out à tout le monde, and I'm a girl again. leur dire que j'étais en train de détransitionner et que j'étais à nouveau une fille. Like my friends at the time
Not that I want to make it about Et mes amis de politics. They were l'époque, very non pas much que je like veuille en faire une question de very, politique, I guess you could say like leaning towards mais ils étaient woke. très à gauche. Très, je suppose qu'on And pourrait dire so qu'ils it tiraient vers le was woke. kind of a new idea to them. And they kind of Et thought donc, like, oh, c'était like une she's sorte de just nouvelle idée in pour eux. her new identity or whatever, Et ils l'ont right? en quelque sorte And vu like comme the c'est juste first sa nouvelle question they asked me identité ou un was, truc comme well, ça. what's your pronouns? Et donc, la Which première is question qu'ils m'ont posée honestly kind of était frustrating quels because sont like tes I get pronoms? that they were asking it in good Ce faith qui est and wanting honnêtement un to peu be frustrant, même si respectful, je but also comprends like qu'ils le so demandaient de bonne foi. involved. Ils voulaient être respectueux, mais Especially moi, after it j'en caused avais me tellement like marre de tout ça. just getting out of it. I Surtout kind of après just que like ça m'ait rolled fait with the du mal. punches Je though, voulais but there juste were en times when sortir like we would have complètement. some disputes J'ai ideologically. en quelque sorte encaissé les And coups, I was also mais really il y avait des unstable moments où nous because avions des of différences idéologiques. going off the hormones Et cold j'étais aussi turkey très and totally instable à just cause de l'arrêt brutal wrecked des that my hormones body et de l'épave was totale in. que mon corps était devenu. And I lost Et pretty j'ai much all my perdu à peu friends at près tous school mes amis à l'école à because cause of de these ces things. histoires. I didn't really have anybody to hang out with Je n'avais personne avec qui traîner à midi ou during pendant les class, like pauses. during my lunch hour, during breaks. It was really rough. It was incredibly lonely. C'était vraiment And difficile. eventually, I dropped out of school. I couldn't J'étais focus on incroyablement studying. seule et j'ai fini par lâcher l'école. It felt like I had no reason to be there Je ne pouvais because pas me I could just like concentrer sur I could mes just like do études. school Je ne online. pouvais pas. J'avais I l'impression just que like je I n'avais just aucune like fit raison in. d'être là parce que je Even pouvais though I juste told my faire girlfriend, l'école en ligne. it's not like I had any Je friends pouvais at school obtenir where mon it's like nobody certificat really wants to be d'équivalence de there anymore. diplôme. Nobody Ce n'était even pas knows comme my si name j'avais anymore. des amis à l'école de toute façon. And in the Personne ne trans voulait vraiment community, me I voir là-bas. lost all my support, Plus which personne ne sait like qui je I suis knew et dans la that communauté trans trans, community j'ai perdu physically tout was going soutien. to be hell. Et je I savais knew que that la going off transition hormones was physique probably going to allait cause être un me enfer. Je some savais que issues l'arrêt des hormones allait which it made me probablement very aussi sick me for causer un a problème. few months to a year. Um, Et en effet, j'ai I été lost très mal en about point pendant quelques mois, presque un an. I think like 25 to 30 pounds in the span of less than 2 months because I was just not eating. J'ai perdu And I environ was 12 just à very 15 very kilos en moins de 2 mois parce que je ne mangeais and tout I was simplement like pas. I was already having like urinary Et j'étais problems juste très because très of mal en testosterone, point. but going off of Et it j'avais déjà temporarily des made it problèmes worse urinaires à and it cause de was la a really testostérone, scary time. mais I had no l'arrêt idea a what was going on with my temporairement body. aggravé les choses. Et c'était une période vraiment effrayante. The community Je n'avais aucune idée de ce qui se passait avec mon corps, mais la communauté m'a totalement tourné le they dos. didn't just abandon me, they also went out of their way to harass me. Ils ne They m'ont made pas me simplement feel like abandonné, crap. ils ont aussi fait tout leur possible pour me harceler et pour me faire sentir comme de la merde. Yes. Et là yes, c'est yes. évidemment avant que vous ayez commencé à en parler publiquement, on est The d'accord. minute that I started talking about my regret, À la there minute où were j'ai some commencé à friends I parler de had mes who were very regrets, jealous il y avait of des me amis for que starting j'avais qui hormones étaient so très young. jaloux parce que j'avais And they commencé took à this as an prendre des hormones si jeunes. opportunity to get back at me for it, basically. They would tell me Ils things ont like, vu ça "This is comme all une your fault. Like, you opportunité should de have se known venger after de moi en everything. I gros. would have killed to have Ils parents me like yours. disaient Like, you tout don't est de ta deserve faute, a tu loving aurais dû family savoir who exactement will ce que let you tu get this faisais, life-saving j'aurais care. tué pour avoir des You parents don't comme deserve les any of tiens. that. Comme toi, tu ne mérites You pas deserve cette what comes famille next, aimante whatever qui it t'a is. permis You d'obtenir deserve to ces feel like soins crap. vitaux. You have Tu no ne reason to méritais live but rien de yourself. tout ça. Stop Mais tu asking for mérites good ce qui things. va venir maintenant. Peu This is importe quoi, all tu on mérites de you, te and you sentir need comme de la to merde. stop Tu talking ne about peux en it vouloir qu'à toi-même. because you're Arrête de harming jouer la us. You've victime. been C'est harming ta the faute community, et tu dois our arrêter d'en trans parler community, parce que tu obviously, nous fais du by mal. taking Tu medical fais du mal à resources la away from communauté en the real foirant ta transgender people transition, who en need retirant des this, ressources médicales que and mériteraient les you vraies personnes transgenres qui en ont deny it besoin. and just leave. Tu devrais te taire et partir. How did you And make it through that abuse? Et comment est-ce que vous avez survécu à ces agressions-là? I Comment gave est-ce in. que vous avez fait? I gave in. I was just a little, I J'ai was just cédé. a 16-year-old girl. J'ai Nobody cédé. had ever treated Je me like n'étais qu'une this fille in de my 16 life. ans. Like, I had been bullied before at school. Personne ne m'avait It jamais was traité comme ça de never ma quite vie. this bad. Like, J'avais nobody déjà was été going victime after my throat d'intimidation in à that l'école, way, et especially ça when n'avait it's jamais like été aussi so grave. deeply Personne ne m'avait sauté à la personal. gorge comme ça, surtout sur Something quelque that had chose been qui so m'était si traumatizing. profondément personnel, quelque chose qui avait été I si also didn't traumatisant. want to harm this community like they said I was doing. Because Je ne these are voulais pas people non plus that faire I de mal à thought I cette loved. communauté comme ils I disaient thought que of je le it as faisais, like almost a parce que second ce sont des family. gens que je pensais This aimer. community of people that Je la I considérais comme wanted une to deuxième famille, support, cette communauté de not personnes pull. que je voulais soutenir et But they porter. didn't think the same of Mais me. ils ne pensaient pas la même chose de moi. And eventually, Et after finalement, I après ma started transitions, I détransition, started. j'ai I didn't even know that commencé there was a word for it et je ne until savais même college.
pas qu'il y avait un mot pour cela jusqu'à ce que cela m'arrive. Et c'est venu quand je me suis dit un jour, je me demandais à quel point c'était fréquent.
Suis-je vraiment la seule, comme on me le dit? Et le mot m'est venu à l'esprit, puisque j'avais fait la transition, mais arrêtée. Alors peut-être que c'était une détransition. Et quand j'ai cherché ce mot, je ne m'attendais pas à voir vraiment des résultats. Mais la toute première chose que j'ai vue était un lien. Un lien vers ce subreddit qui avait à l'époque peut-être seulement environ la moitié de ce qu'il a maintenant. Peut-être environ 25 000 personnes. Et maintenant, c'est à peu près le double, 50 000 ou plus. Mais je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de gens comme moi en fait. Genre des milliers. Et même si ce n'est pas le cas, même si ce chiffre n'est pas exact, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et il y a une grande communauté autour de cela. Et au début, je me cachais un peu. Et finalement, j'ai décidé que je rejoindrais le serveur Discord qui gravite autour du Reddit. Et dans mes conversations avec ces gens, c'était incroyable. Finalement, je n'étais plus seule. Et moi, en parlant à ces personnes plus âgées qui étaient elles-mêmes passées par là, qui étaient plus avancées dans le processus de détransition, cela m'a donné de l'espoir et m'aidé à vraiment ouvrir les yeux sur ce qui se passait. Ils avaient subi les mêmes harcèlements de la part de la communauté, le même abandon de la part de leurs médecins. Et j'étais contente de ne pas être seule. Mais pour cette même raison, j'étais horrifiée parce qu'honnêtement, j'aurais dû l'être seule. J'aurais aimé qu'il n'y ait que moi. Mais tant d'autres hommes et femmes ont été blessés comme moi. Ces gens à qui je parlais à l'époque étaient tous des adultes qui avaient suivi le processus alors qu'ils étaient légalement adultes. Mais j'avais cette intuition que je n'étais pas la seule, loin d'être la seule. Et c'était profondément horrifiant pour moi, parce que je savais qu'il devait y avoir d'autres adolescents et d'enfants comme moi. And I started feeling this responsibility to get myself together. Et j'ai commencé à assumer cette responsabilité de me reprendre pour guérir and to use what I had learned and the pain that I had gone through et d'utiliser ce que j'avais appris et la douleur que j'avais vécue pour aider d'autres personnes qui pourraient être dans le besoin, que ce soit les familles, les parents, les autres enfants et même les adultes qui passent par là. J'avais l'impression que je ne serais pas capable de vivre avec moi-même si je ne faisais rien. C'est très courageux de votre part, parce qu'il semble que les conséquences soient peut-être encore pires que le simple fait d'être en soi une détransitionneuse. Je veux dire clairement, vous aviez déjà fait l'expérience de ce harcèlement, en tout cas d'un certain niveau de harcèlement, quand vous aviez annoncé que vous aviez pris cette décision. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est encore pire à partir du moment où vous devenez une activiste ou une figure publique. Donc, comment est-ce que ce moment-là s'est passé pour vous? Comment est-ce que vous avez commencé à prendre la parole publiquement? Quelle a été votre première occasion de vraiment raconter votre histoire? Et quelle a été la réaction? Je savais déjà dans quoi je m'embarquais. Et aussi horrible que le harcèlement que j'avais subi pour avoir détransitionné, cela m'a vraiment aidé à me préparer pour la prochaine grande épreuve, qui était d'en parler publiquement. Et j'ai commencé par utiliser Twitter pour parler de mon expérience. Et je ne m'attendais pas vraiment à une grande réponse ou même à bâtir une plateforme. J'étais un peu choquée par la façon dont les choses ont fini par se dérouler parce que, en quelques semaines, j'avais probablement 8000 abonnés. L'un de mes premiers followers était en fait J.K. Rowling elle-même, c'était plutôt cool. Et finalement, j'ai commencé à avoir beaucoup de parents qui me contactaient et qui vivaient la même chose avec leurs enfants. Et certains d'entre eux étaient dans des batailles pour la garde. D'autres avaient déjà perdu leurs enfants. C'était genre, oh mon Dieu, c'était une aventure. Et il y avait des journalistes qui m'ont contacté. Ils ont publié des articles sur moi, ce qui m'a vraiment aidé à augmenter la diffusion de ma parole. Et finalement, il y a eu un groupe de parents
les Partners for Ethical Care, qui m'ont contacté pour me demander si je serais prête à fournir un témoignage à propos d'un projet de loi visant à sauver des enfants. Et cela n'a pas fonctionné, du moins pas au début, parce que le Parlement, c'était la Louisiane à l'époque, a dit qu'il n'autorisait pas les témoignages écrits, et j'ai fini par devoir prendre l'avion. Et pour mes parents, j'avais encore 17 ans à l'époque, j'étais encore mineure et émotionnellement, je n'étais certainement pas aussi mature que je le suis maintenant. Donc c'était vraiment effrayant pour eux. Il a fallu tout un certain temps pour qu'ils disent oui. Et cela a vraiment commencé cette grande aventure pour moi. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu faire partie de ce mouvement pour aider d'autres enfants, des familles, des hommes et femmes qui traversent cette épreuve. S'ils n'avaient pas dit oui, je ne sais pas comment les choses se passeraient maintenant. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas facile. Et cela a été difficile parfois. J'ai fait beaucoup de sacrifices en choisissant de m'exprimer. Et je n'ai plus beaucoup de temps pour ma famille. Je ne suis pas toujours à la maison. En gros, je suis constamment entre les hôtels, les Airbnb, mais il y a tellement de valeur dans cette expérience. Je pense que le fait de m'exprimer m'a honnêtement aidé à guérir parce que cela me donne une chance de vraiment digérer ce qui m'est arrivé. Et aussi d'utiliser ce qui s'est passé pour aider les autres. Et j'espérais vraiment qu'il y aurait beaucoup d'autres personnes qui sortiraient de l'ombre pour parler de leur expérience. Il y en a eu, et j'ai rencontré tellement d'autres détransitionneuses. J'ai rencontré tellement de mamans, de papas, de soignants et de membres des professions médicales qui ont été touchés par cette situation. Et ça a été une expérience incroyable de pouvoir entrer en contact avec ces personnes et de me battre pour une cause qui me passionne vraiment, qui nous passionne tous, et de nous connecter sur la base de nos valeurs communes. Même si ce que j'ai vécu a été difficile, et même si cela n'aurait pas dû arriver, je n'aurais vraiment pas voulu que les choses se passent autrement. Vous faites maintenant partie d'une communauté qui, pour vous, a une signification profonde, et pour beaucoup d'autres personnes aussi. Donc je pense que, d'une certaine manière, c'est comme une conclusion heureuse à votre voyage. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses. Je pense. Je ne dirais pas que c'est la conclusion. Je dirais que c'est juste le début. Oui, en fait, vous avez raison. Je suis un papy de 46 ans. Et évidemment, pour vous, avec vos 19 ou 20 ans, on ne peut pas parler de conclusion ni de fin d'un voyage. C'est un peu idiot de ma part de dire ça. Mais mettons qu'on pourrait peut-être plutôt dire que c'est la fin de la première étape de votre voyage. En tout cas, mettons les choses comme ça et qu'il y aura d'autres étapes qui n'ont pas encore commencé, qui vous attendent. Je ne veux pas prendre trop de votre temps parce que je pense, comme je l'ai dit au début, que votre histoire est vraiment la partie la plus importante de ce que nous pouvons aborder. Nous pourrions évidemment discuter de toute la politique autour des questions trans, mais je reconnais que ça ne m'a jamais vraiment intéressé. En tout cas, c'est secondaire parce que pour moi, l'enjeu principal, c'est surtout de permettre aux enfants et aux adolescents de recevoir un suivi adéquat quand ils se questionnent sur leur genre, de leur garantir l'accès à des soins de santé qui sont éthiques et qui sont appropriés, avec aussi la perspective que j'ai de psychologue. C'est ma priorité. Donc je pourrais terminer en vous demandant simplement quel serait votre message, quel serait le message que vous auriez envie d'adresser aux adolescents et à leurs familles qui traversent cette phase de dysphorie de genre que vous avez vécue et qui ont des doutes sur leur identité de genre. Qu'est-ce que ces familles et ces adolescents ont le plus besoin d'entendre, selon vous? Je pense que ce que ces enfants ont le plus besoin d'entendre, c'est que leur valeur ne vient pas de choses superficielles,
comme leur corps ou leur apparence, leur sexualité, les vêtements qu'ils portent ou comment ils étaient à la naissance. Cela vient de qui vous êtes en tant que personne, de ce que vous avez à donner à votre famille, à votre communauté, aux gens qui vous entourent. Et dans un monde de plus en plus axé sur l'image et superficiel, il peut être facile de perdre cela de vue. Il peut être facile de perdre de vue les choses qui devraient vraiment compter pour nous, comme nos familles, nos amis et notre raison d'être au monde. Notre raison d'être ne devrait pas provenir de choses frivoles comme le genre. C'est incroyablement inconfortable de grandir et de traverser la puberté, mais cet inconfort est quelque chose de normal. C'est normal de ne pas toujours être à l'aise avec soi-même. En fait, je pense qu'être mal à l'aise est en fait une grande partie de la croissance, de notre croissance en tant que personne. Et ce n'est pas grave, c'est ok, c'est bien de passer par là. Et il y a de fortes chances que ces sentiments que vous avez autour de votre corps, eh bien, ils peuvent être transitoires, ou ils peuvent aussi venir de quelque chose de plus profond. Et il est important de vraiment s'asseoir et de comprendre d'où cela vient avant de penser à prendre une décision à ce sujet, et de ne pas trop se fixer sur une seule idée. C'est très facile d'abuser de l'introspection. Mais l'isolement est quelque chose qui n'est pas sain. Ce n'est pas bon pour l'esprit. Il est important de passer vos journées avec les gens que vous aimez et d'en tirer la valeur et le but de votre vie. Eh bien, je ne pense pas que je puisse imaginer une meilleure fin à notre conversation. Je suis vraiment reconnaissant et je dois dire aussi que j'admire votre capacité à vous exprimer et à raconter votre histoire d'une façon qui est à la fois très sincère, mais aussi très précise dans ce que vous voulez transmettre. Alors évidemment, je réalise que maintenant, vous avez une certaine expérience dans l'art de parler en public, mais ça reste impressionnant. Vos compétences en la matière restent impressionnantes pour moi. Et en tous les cas, ce fut un plaisir que de vous écouter. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Ce fut un plaisir de vous parler aussi. I will now press on